Tout a commencé par une sonnerie stridente qui a déchiré le silence de mon appartement parisien un matin gris de février. C'était mon chef au bout du fil, sa voix rauque résonnant comme un vieux disque rayé. On m'envoyait dans le sud, près de Marseille, là où les feux de forêt étaient si voraces qu'ils auraient pu faire griller des merguez directement sur les rochers brûlants. Le boulot, c'est le boulot, et je ne suis pas du genre à rechigner ou à chercher des prétextes pour rester au chaud. S'ils estimaient que ma présence était nécessaire là-bas, alors je prenais mes affaires et j'y allais, sans discuter davantage. Mais en reposant le combiné sur son socle, une sensation étrange m'a effleuré, presque imperceptible, comme une ombre qui passe derrière une vitre embuée, un murmure intérieur que je n'arrivais pas à saisir. Je ne pouvais pas encore mettre de mots dessus, mais ce transfert allait me plonger dans bien plus qu'une simple mission de routine ou une énigme brûlante, un puzzle dont les pièces allaient se dévoiler peu à peu, aussi fascinante qu'inquiétante, et tout commencerait par une rencontre qui allait tout changer, une femme et une cloche dans un village écrasé par les flammes. Quelques semaines plus tard, j'étais là, au cœur d'un enfer estival qui semblait défier le calendrier, une chaleur moite et pesante qui s'accrochait à moi comme une seconde peau, transformant chaque mouvement en une lutte sourde. J'avais atterri à Saint-Rémy-de-Provence, un village perdu entre des collines arides et la mer Méditerranée, un coin où le Mistral charriait des effluves de garrigues calcinées et où le soleil tapait si fort qu'il peignait les ruelles d'une teinte rougeoyante, presque irréelle. C'était ma première journée dans ce lieu autrefois célébré pour ses plages dorées et ses pins parasols, mais aujourd'hui réduit à un décor de fin du monde par des incendies à répétition. Les habitants, pourtant, vaquaient à leurs occupations avec une nonchalance feinte, leurs visages marqués par le soleil affichant une résilience qui masquait autre chose ou une méfiance discrète, un secret collectif qu'ils gardaient enfoui sous des silences lourds, comme si chacun savait quelque chose que personne n'osait dire. Mon boulot d'inspecteur en prévention des feux de forêt m'avait conduit ici, un métier qui n'a rien de glorieux mais qui devient essentiel dans ces régions où une étincelle peut réduire des vies en cendres en quelques heures. Jacques, mon supérieur, un type du coin avec un accent chantant et une cigarette toujours au bec, m'avait accueilli dans un bureau étouffant, pointant une carte jaunie accrochée au mur avec des cercles griffonnés autour des zones à risque. Il m'avait tendu une tablette cabossée, me disant de faire le tour du secteur et de noter tout ce qui semblait suspect, avant de me laisser partir sans plus de cérémonie. Alors j'avais pris la route, sac sur l'épaule, lunettes de soleil vissées sur le nez, arpentant des sentiers poussiéreux bordés de carcasses d'arbres noircis, longeant des masses provençaux aux volets clos et des vignes abandonnées où les cèpes ressemblaient à des squelettes tordus par le vent. Parfois, une silhouette se dessinait au loin, un vieux paysan ou une femme aux yeux perçants et me suivait du regard jusqu'à ce que je disparaisse au détour d'un chemin, comme si ma présence était une intrusion dans leur monde suspendu. L'atmosphère vibrait d'une tension diffuse, une impression tenace que ces terres arides cachaient bien plus que des cicatrices de feu. C'est là que je l'avais vue, au bord d'une pinède ravagée, près d'un mas isolé aux murs de pierre écaillés par la chaleur et au toit de tuiles rouges à moitié effondré. Le jardin était envahi d'herbes sèches, mais une femme se tenait là, penchée sur une ancienne cloche en bronze fixée à un poteau branlant, la frottant avec une lenteur presque rituelle, comme si cet objet était sacré. Ses cheveux châtains dansaient dans la brise tiède, et son dos voûté trahissait une fatigue ancienne, un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Je m'étais approché sans bruit, mes pas craquant à peine sur le sol desséché, et j'avais tout sauté pour signaler ma présence. Elle s'était retournée d'un mouvement vif, et son regard m'avait cloué sur place des yeux verts, profonds comme les eaux des calanques, brillants d'une intensité magnétique. Son visage portait une expression indéchiffrable, un mélange de curiosité et de défiance voilé d'un sourire léger. Elle m'avait demandé si j'étais des pompiers, et je m'étais présenté comme Marc, inspecteur chargé de prévenir les incendies. Elle avait hoché la tête, ses mains serrant la cloche rouillée comme un trésor, avant de me dire que cet objet avait une histoire, qu'il était là depuis des générations, bien avant que les feux ne viennent tout dévorer, et qu'on racontait qu'il sonnait toujours avant qu'un brasier ne se déclare, un avertissement que peu savaient entendre. Ces paroles avaient flotté dans l'air sec, et un frisson m'avait traversé, inexplicable, comme si cette cloche, cette femme et ce village maudit venaient de m'entraîner dans un mystère dont je ne soupçonnais pas encore la profondeur. Ces mots avaient laissé une marque étrange en moi, un écho persistant qui refusait de s'éteindre, une énigme qui s'enroulait autour de mes pensées comme une liane invisible. Je m'étais éloigné de cette maison, le tintement imaginaire de cette cloche résonnant dans ma tête, un son fantôme qui m'avait suivi à travers les ruelles poussiéreuses de Saint-Rémy-de-Provence. Une sensation diffuse m'avait accompagné tout le reste de la journée, un mélange de curiosité et d'appréhension, comme si cette femme m'avait transmis un fardeau dont je n'avais pas encore pris la mesure. De retour chez moi ce soir-là, dans notre petit appartement en périphérie de Marseille, l'arôme réconfortant d'une soupe aux légumes avait empli l'air, et Sophie était là, dans la cuisine, ses cheveux blonds relevés en un chignon désordonné,
fredonnant une vieille chanson de Piaf que j'avais entendue tant de fois qu'elle faisait partie de moi. La scène m'avait arrêté un instant, la lumière tamisée jouant sur les murs blanchis à la chaux, les poireaux et les carottes soigneusement alignés sur le plan de travail, et cette chaleur qu'elle dégageait sans effort, une douceur qui contrastait avec la rudesse de ma journée parmi les cendres. J'avais posé mes clés sur la table, le léger cliquetis brisant le calme, et j'avais lancé d'un ton détaché mais ferme, on partait à Cassis, elle devait faire ses valises. Elle s'était figée, son couteau en suspens au-dessus d'une pomme de terre, ses yeux bleus s'écarquillant de surprise, mais j'avais insisté, lui expliquant que c'était pour le travail et qu'on pouvait en profiter pour s'échapper ensemble. Elle avait ri, plaisantant sur mon rôle de chevalier sans armure face aux flammes, et après un instant d'hésitation, elle avait accepté, posant comme condition d'emporter sa crème solaire et un verre de rosé bien frais. La soirée s'était déroulée dans une effervescence joyeuse, elle slalomait entre la chambre et la cuisine, tirant des vêtements de l'armoire, vérifiant la météo pour savoir si un foulard suffirait ou s'il fallait un gilet pour les soirées fraîches, pendant que je m'occupais des réservations pour un gîte et des détails pratiques. La voir si enthousiaste m'avait réchauffé le cœur ces derniers temps, nos vies s'étaient enlisées dans une routine pesante, nos discussions tournant autour des factures et des banalités, et ce départ semblait une promesse de renouveau, une chance de retrouver un peu de cette légèreté perdue, même si je savais que le travail m'accaparait. Mais cette nuit-là, alors qu'elle dormait profondément, son souffle régulier emplissant la pièce, je m'étais retrouvé éveillé, les yeux rivés sur les fissures du plafond, une intuition sourde me rongeant. Cette mission, ce village, cette femme à la cloche, quelque chose me disait que ce ne serait pas une simple escapade sous le soleil provençal, qu'une ombre planait au-dessus de tout ça, une menace que je ne pouvais encore nommer. Le lendemain, nous avions pris la route, et dès notre arrivée près de Cassis, la réalité m'avait percuté comme une lame de fond. La chaleur était brutale, une vague oppressante qui semblait vouloir m'engloutir, un air si sec qu'il râpait la gorge, et le vent brûlant charriait des odeurs de pain brûlé et de terre aride. Les collines autour de nous étaient striées de noir, vestiges d'incendies récents, et le ciel, voilé par un écran de fumée, prenait des teintes ocre qui donnaient au paysage une allure apocalyptique. La climatisation de notre vieille Peugeot avait lâché avant qu'on atteigne le gîte, et je sentais la sueur perler sur mon front pendant que Sophie, à côté de moi, regardait par la fenêtre, fascinée par la beauté sauvage des calanques malgré la désolation ambiante. Mais moi, je savais que ce séjour allait être bien plus qu'une pause où quelque chose m'attendait ici, tapis dans l'ombre des pins calcinés et des ruelles silencieuses, et cette cloche, avec son prétendu présage, n'était que le début d'un mystère qui allait m'engloutir tout entier. Le travail m'avait avalé dès le premier instant près de Cassis, un tourbillon de chaos et de responsabilité qui ne laissait aucune place à la moindre faiblesse. Jacques m'avait jeté dans l'arène sans préambule, et je m'étais retrouvé à arpenter les zones dévastées, à analyser les traces laissées par les brasiers et à diriger les équipes pour étouffer chaque étincelle avant qu'elle ne devienne une tempête de feu. Les journées s'étiraient sans fin, un enchaînement de rapports à rédiger, de terrains à inspecter et de réunions improvisées sous un soleil qui semblait décidé à nous cuire vivants. Je n'avais pas une seconde pour souffler, et quelque part, ça m'arrangeait, cette frénésie me tenait à distance de mes pensées, m'empêchant de plonger trop profondément dans des questions que je n'étais pas prêt à affronter, des doutes qui planaient comme des vautours au-dessus d'un champ ravagé. Sophie, elle, s'était adaptée à cette vie avec une aisance qui m'avait presque déconcerté, plongeant dans ce qu'elle appelait la douceur provençale comme si elle avait été faite pour cet endroit depuis toujours. Chaque soir, elle rentrait au gîte avec des histoires qui débordaient de vie, des marchés colorés de la Ciotat où elle avait goûté des tapenades maison, des balades en bateau le long des calanques où l'eau scintillait comme un miroir, des boutiques d'Aix-en-Provence où elle avait déniché des savons à la lavande et des foulards en lin. Ses yeux pétillaient d'une lueur que je n'avais pas vue depuis des lustres, et un soir, elle avait déboulé avec une bouteille de vin rosé trouvée chez un vigneron local, un sourire éclatant aux lèvres, me racontant une crique cachée près de Cassis où elle avait vu des poissons danser sous la surface, suivi d'un massage dans un institut qui sentait le romarin et la mer. Je l'écoutais, assis sur une chaise branlante, ma chemise encore tachée de suie et mes boots pleines de terre rouge, et sa joie m'arrachait un sourire malgré l'épuisement qui me collait à la peau. Elle méritait ces instants de lumière après des années à jongler avec notre quotidien gris, mais au fond de moi, un malaise prenait racine, une sensation diffuse que je ne parvenais pas à nommer, peut-être cette fracture grandissante entre nos mondes moi, engloutie par la lutte contre les flammes, et elle, flottant dans une bulle de plaisir simple et ensoleillée. Un soir, elle était revenue plus tard que d'habitude, vêtue d'une robe blanche que je ne lui connaissais pas, ses pieds glissés dans des espadrilles neuves qui claquaient doucement sur le carrelage, ses joues roses d'une énergie qui semblait vibrer en elle, comme si elle avait passé la journée à rire aux éclats. Elle avait posé un sac en papier sur la table et en avait sorti une fiole d'huile d'olive parfumée à la truffe, me la tendant avec un air triomphant, disant que c'était une explosion de Provence dans un flacon.
J'avais humé vaguement, mais mon esprit était ailleurs. Ses ongles, impeccablement vernis d'un violet profond, une couleur qu'elle avait toujours évitée, disant que ça faisait trop voyant, m'avait frappé comme un détail dissonant. Je n'avais rien dit, me contentant de hocher la tête, mais ces décalages s'accumulaient comme des cailloux dans une poche. Quelques jours plus tard, un matin où je partais avant l'aube pour un site incendié près des Goudes, j'avais remarqué la vieille Peugeot garée devant le gîte, ses vitres embuées de gouttelettes ruisselant à l'intérieur, alors qu'elle m'avait juré s'être écroulée de fatigue la veille après une journée sur le port. Ça ne collait pas, et ces petits mystères s'entassaient dans un coin de ma tête, formant un puzzle dont les contours restaient flous. Les jours suivants, j'avais commencé à observer sans en avoir l'air où elle sortait presque quotidiennement, revenant toujours plus tard, toujours plus rayonnante, débordante d'histoires sur des terrasses ombragées où elle avait siroté des pastis, des sentiers côtiers qu'elle avait explorés, des artisans qu'elle avait rencontrés. Elle m'envoyait des messages pleins de vie, une photo d'un plateau d'huîtres, un selfie devant une falaise ocre, un bouquet de thym sauvage ramassé en chemin. Tout semblait innocent, presque trop parfait, et pourtant, cette ombre en moi refusait de s'effacer. Une nuit, après une journée harassante à parcourir des terrains noircis, j'étais rentré au gîte épuisé, les muscles lourds et la gorge sèche, et je l'avais trouvée assise sur le canapé en rotin, son téléphone entre les mains, un sourire discret illuminant son visage sous la lumière bleutée de l'écran. Elle riait doucement, perdue dans ce qu'elle regardait, et quand je lui avais demandé ce qui la faisait rire, elle avait sursauté, disant que c'était une vidéo idiote d'un chat faisant des pirouettes, mais sa réponse sonnait précipitée, et pour la première fois, un doute s'était glissé en moi, une fissure dans la confiance que je n'avais jamais remise en question. Puis il y avait eu Julien, mon supérieur, un colosse au teint hâlé par des années sous le soleil du midi, un sourire franc qui découvrait des dents éclatantes et une démarche assurée qui imposait le respect dès qu'il apparaissait. Il m'avait accueilli avec une claque dans le dos si vigoureuse que j'avais failli m'étouffer avec mon café, me disant qu'il était content de m'avoir dans l'équipe, qu'il fallait des gars solides comme moi ici. Son charisme était indéniable, il plaisantait avec tout le monde, retenait les noms des collègues et des détails de leur vie, comme l'anniversaire d'un gamin ou le prénom d'un chien, mais parfois, je sentais une mise en scène dans son aisance, une façade trop bien rodée. Je parlais de lui à la maison, lançant des anecdotes sur ses blagues ou ses discours enflammés, et Sophie avait commencé à poser des questions, d'abord distraitement, puis avec une précision qui m'avait surpris. D'où venait-il? Était-il marié? Quel âge avait-il? Un soir, alors qu'elle feuilletait un guide sur les calanques, elle avait demandé s'il était marié, et quand j'avais répondu qu'il l'avait mentionné une ou deux fois, elle avait haussé les épaules, disant qu'il avait l'air charismatique, le genre qu'on remarque. Son sourire semblait réfléchi, comme si elle pesait ses mots, et moi, je commençais à me demander pourquoi ce Julien, que je connaissais à peine, prenait autant de place dans nos vies sans même être présent. Les jours suivants, ces questions sur Julien avaient continué à pleuvoir, glissées parfois avec une subtilité feinte, parfois avec une franchise qui me laissait perplexe à son âge, s'il faisait du sport, s'il était toujours aussi amical ou juste avec moi. Je mettais ça sur le compte de sa curiosité naturelle, un trait que j'avais toujours aimé chez elle, mais une inflexion dans sa voix, une lueur dans ses yeux quand elle parlait de lui, faisait naître une gêne que je ne parvenais pas à chasser. Un soir, sur la terrasse du gîte, face à un ciel mauve strié par le soleil couchant sur les calanques, elle avait laissé tomber qu'elle l'aurait cru célibataire s'il ne m'avait pas dit le contraire, une remarque qui m'avait figé, fourchette en main. Elle avait joué avec son verre de rosé, disant qu'il avait cette aura de quelqu'un qui aime plaire, une énergie qui donnait envie d'en savoir plus, et j'avais ri pour dissiper la tension qui montait en moi, répondant qu'il était plus obsédé par les plans d'évacuation que par son image. Mais son regard s'était attardé sur moi, un peu trop longtemps, avant de se perdre dans les lumières du port, et quelque chose s'était fissuré en moi, imperceptiblement. Ces échanges s'étaient étirés sur des semaines, Sophie captant chaque détail que je laissais tomber sur Julien avec une attention qui me semblait exagérée, et moi, je me répétais que ce n'était rien, qu'elle cherchait juste à remplir ses journées ou à s'intéresser à mon monde. Mais une petite voix en moi murmurait que cet intérêt n'était pas anodin, que ce regard calculateur qu'elle affichait parfois, furtivement, avant de le masquer sous un sourire, cachait quelque chose de plus profond. Je n'avais pas creusé, pas encore entre les incendies qui dévoraient les collines, les nuits hachées par les alertes et les journées à courir d'un site à l'autre, je n'avais ni le temps ni l'énergie de m'attarder sur ces ombres. Pourtant, cette voix gagnait en force, amplifiée par chaque question, chaque sourire trop appuyé quand son nom surgissait. Ce jour-là, pour une fois, les flammes m'avaient laissé un répit, tout était sous contrôle, les équipes en place, mes inspections terminées plus tôt que prévu, et j'avais décidé de rentrer au gîte sans prévenir, une surprise pour Sophie qui se plaignait souvent de mes absences imprévisibles, une chance de passer une soirée ensemble loin du chaos. En approchant du sentier, j'avais aperçu une moto garée devant,
une grosse cylindrée noire qui jurait avec les vieilles voitures du coin, celle de Julien, que j'avais vu fanfaronner dessus à la base. Mon cœur avait fait un bond, et mon esprit s'était emballé, peut-être une urgence, peut-être qu'il m'avait cherché sans me trouver. Mais mon téléphone était muet, pas une alerte. J'étais resté planté là, fixant cette machine qui semblait me défier, avant de pousser un soupir et de marcher vers la porte. En l'ouvrant, une tension lourde m'avait enveloppé, une énergie suffocante qui vibrait dans l'air comme une odeur de brûlé. J'avais entendu leur voix avant de les voir, le rire aigu et forcé de Sophie, celui qu'elle réservait au moment de gêne, et la voix grave de Julien, teintée d'amusement. En contournant le mur, je les avais trouvés où elle près de la table en bois brut, une bouteille de vin rouge à moitié vide devant elle, vêtue d'une robe safran qu'elle gardait pour les occasions spéciales, et lui, adossé au mur, un verre à la main, son casque posé sur une chaise, son sourire éclatant fixé sur elle comme s'il savourait une victoire. Mon arrivée avait tout changé, son rire s'était éteint, ses lèvres tremblantes dans une surprise paniquée, tandis que lui me regardait avec une nonchalance qui m'avait fait bouillir. J'avais forcé un sourire, ma voix sortant plus froide que prévu, demandant s'il trinquait sans moi, et elle avait bredouillé que je rentrais tôt, que Julien parlait d'un projet pour le boulot. J'avais haussé un sourcil, lançant que le vin devait aider à planifier, et il avait ri, disant que ça détendait les nerfs. Son assurance m'avait brûlé, un jeu qu'il poussait trop loin, tandis qu'elle s'agitait pour combler le vide, évoquant des barrages coupe-feu. Quand il était parti, me gratifiant d'une poignée de main ferme et d'un sourire narquois, j'avais confronté Sophie, mais elle niait, tremblante, jusqu'à ce qu'il revienne, confessant une liaison avec une franchise brutale. Elle n'avait rien démenti, et la vérité m'avait assommé où j'avais pris mes clés et quitté le gîte, laissant ses supplications derrière moi, une douleur lourde mêlée d'une délivrance étrange m'envahissant alors que je roulais dans la nuit, loin de cette vie qui n'était plus la mienne. J'avais roulé sans but, les routes sinueuses des collines m'emportant loin du gîte, jusqu'à échouer dans une auberge à Caril-Rouet, une chambre simple face à la mer Méditerranée, avec une table en pin brut, un lit au drap tiré et une fenêtre ouverte sur l'horizon. Je m'étais effondré sur le matelas, le regard perdu dans les fissures du plafond, une sensation de vide grandissant dans ma poitrine comme une marée montante. La brise salée s'infiltrait, portant le murmure des vagues qui s'écrasaient sur les rochers, un contraste saisissant avec la tempête qui ravageait mes pensées. Incapable de rester immobile, j'étais allé à la fenêtre, mes mains sur le cadre usé, fixant la mer qui s'étendait à l'infini sous un ciel strié de pourpre et d'orange. Comment en était-on arrivé là? La question tournait en boucle, me frappant comme les vagues contre les rochers. Était-ce ma faute? Avais-je ignoré des signes évidents, ou Sophie s'était-elle éloignée pendant que je ne voyais rien venir? Les souvenirs d'Antibes, nos débuts insouciants sur la côte, riant sur des plages brûlantes et partageant des PAN bagnats, me hantaient, si loin de ce désastre. Le travail m'avait consumé ces derniers mois, les feux incessants, les inspections, les nuits à protéger des villages ou une mission noble, mais qui m'avait coupé de tout, laissant Sophie glisser hors de ma portée. Pourtant, cela excusait-il cette trahison, Julien et son arrogance, ce coup porté sans prévenir? Non, la douleur restait vive, un nœud dans ma poitrine qui refusait de se défaire. Je me sentais comme un vieux tronc d'olivier, tordu et usé, incapable de retrouver sa forme d'antan. La nuit tombait doucement, enveloppant la chambre d'une obscurité douce, ponctuée par le clapotis des vagues et le chant des grillons. J'avais allumé une lampe près du lit, sa lumière jaune créant une ambiance mélancolique, et je m'étais assis là, seul face à l'océan, cherchant des réponses qui se dérobaient. Rester là indéfiniment n'était pas possible, il faudrait choisir, me battre pour ce qui était brisé ou apprendre à vivre avec ce vide qu'elle avait laissé. Le lendemain, j'étais retourné à la base près de Cassis, car le travail était la seule chose encore debout dans ce chaos. L'ambiance était la même, radio crachotante, équipe en mouvement, carte des zones sinistrées punaisées au mur, mais moi, j'avais changé. Je n'étais plus cet homme qui voulait sauver le monde, cette version de moi était morte avec la trahison. Je ne me tuerais plus pour ceux qui prenaient ma dévotion pour acquise, qui souriaient avant de frapper dans le dos. Mais les incendies, eux, étaient différents, brutaux mais honnêtes, sans faux semblants. Ce jour-là, je m'étais jeté dans la bataille comme un possédé, abattant des broussailles, déroulant des tuyaux, laissant la chaleur et la fumée me consumer pour ne plus penser. Chaque effort me donnait un semblant de contrôle dans un monde qui m'échappait. Ce soir-là, épuisé mais étrangement apaisé dans ma chambre d'auberge, une idée avait germé au quand les flammes reculeraient, je partirais en Bretagne, dans le Finistère sauvage, loin des plages bondées, un refuge de falaises et de vents brutaux où je pourrais respirer sans chaîne. J'avais ouvert mon ordinateur, cherchant des villages côtiers, des boulots simples peut-être dans la pêche ou les forêts, et une lueur d'espoir m'avait traversé, une promesse de renouveau.
Les incendies brûlaient encore, et je ne les abandonnerais pas avant la fin, mais la Bretagne devenait ma lumière, un horizon où je pourrais tout recommencer, loin des trahisons et des illusions. Je m'étais couché avec une détermination nouvelle, décidé à ne plus m'accrocher à ce qui était brisé, prêt à avancer vers un avenir à mon image solide, authentique, libre.